Il a vu des patients mourir et revenir avec des souvenirs. Qu'y a-t-il après la mort? C'est l'une des réponses qui vous sera donnée dans les minutes qui viennent avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Médecin anesthésiste, réanimateur pendant 35 ans, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands spécialistes des expériences de sortie de corps. Et à l'heure où je vous parle, plus de 60 000 personnes ont suivi ses ateliers en France, en Égypte, au Cambodge et un peu partout dans le monde. Oui, des milliers de personnes qui ont pu vivre des expériences de sortie de corps grâce à la technique révolutionnaire du docteur Charbonnier, l'accès au monde invisible par l'hypnose. Alors, vous allez rapidement le comprendre, cette technique, elle n'a rien à voir avec l'hypnose traditionnelle. Et les témoignages des participants le prouvent. Certains parlent de douleurs qui disparaissent, d'autres de capacités intuitives qui se seraient révélées, et d'autres encore ont même pu parler à leurs défunts. Alors oui, les témoignages se comptent par milliers, et vous pouvez tout vérifier. Tout est public. Raison pour laquelle le docteur Charbonnier est aujourd'hui un homme sur liste noire. Un homme censuré, qui dérange les grands laboratoires. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour vous révéler ce que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas que vous sachiez, et pour que vous puissiez, chez vous, à la maison, profiter des dernières techniques du docteur Jean-Jacques Charbonnier avant qu'elles ne soient définitivement censurées. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'être avec moi, c'est vraiment un honneur. Merci de me recevoir. Alors, tout à l'heure, hors caméra, tu me parlais d'une histoire, un témoignage que tu as reçu d'une expérience de mort imminente. J'aimerais commencer, si tu veux bien, par cette histoire, pour rentrer dans le sujet. Je vais la lire, je l'ai sous les yeux ici. Je me suis vu allongé, immobile, allongé sur le carrelage après avoir touché cette ampoule. J'ai compris que j'étais morte, j'ai tout de suite pensé à mon mari, que je ne reverrais plus, et en pensant à lui, je me suis immédiatement retrouvé près de lui, dans son bureau. J'ai assisté à une engueulade qu'il a eue avec l'un de ses collègues, et quand j'ai été réveillé quelques heures plus tard par le SAMU, et qu'après coup j'ai discuté avec mon mari, j'ai appris que cette engueulade avait bien eu lieu, alors que j'étais totalement inconsciente et à plusieurs centaines de kilomètres de mon mari. Donc c'est une femme qui a subi un choc après une électrocution, et qui raconte ce qui s'est passé en état d'expérience de mort imminente. Comment c'est possible que dans cet état-là, cette femme ait pu voir ce qui se passait à des kilomètres de chez elle ? Mais c'est ça justement qui est le plus interpellant et le plus dérangeant pour les scientifiques matérialistes. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Puisque le cerveau ne fonctionne plus très rapidement. Au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque, on le sait, maintenant les travaux de De Vries et Becker l'ont montré, publiés en mars 2001, il suffit de 15 secondes pour que le cerveau ne fonctionne plus. Et même avec un cerveau qui fonctionne, on n'est même pas capable de ces prouesses. Donc tout se passe comme si la conscience était plus performante lorsque notre cerveau ralentissait son activité, lorsque notre cerveau s'arrêtait, comme c'est le cas lors de l'arrêt cardiaque. Donc voilà, on est face à un grand problème. Si on conçoit cette vision matérialiste de la conscience, eh ben, tout s'effondre. On est obligé actuellement de changer de paradigme en ce qui concerne le fonctionnement de la conscience. Ça devient intenable pour les matérialistes. Les exemples sont légion. Il y a cet exemple que tu as raconté, mais il y en a plein comme ça, de gens qui, en situation, au moment où leur cerveau ne fonctionnait plus, ont été capables de décrire des scènes qui se trouvaient à distance, quelquefois à quelques mètres, dans une autre pièce, quelquefois à des centaines de kilomètres, et là, en l'occurrence, à des milliers de kilomètres. Donc là, c'est la preuve absolue, il ne faut pas être têtu. Et la science a toujours évolué comme ça, s'adapter aux phénomènes observables. Ce n'est pas parce que des phénomènes observés ne rentrent plus dans les cadres que l'on s'est fixés qu'on doit les écarter en disant c'est pas possible parce que ça ne rentre pas dans les cadres que je me suis moi-même fait. La science a toujours évolué comme ça, s'adapter à la phénoménologie observable en proposant des concepts. C'est ce que j'ai fait avec cette conceptualisation de la conscience, une conscience analytique cérébrale dissociée d'une autre conscience, la conscience intuitive extraneuronale, qui s'éveille lorsque notre conscience analytique cérébrale baisse son activité. Donc voilà, Jean-Jacques, je pense que les gens te connaissent, mais tu es aujourd'hui l'un des grands spécialistes de ces expériences de mort imminente en France, un peu à l'image de Raymond Moody pour le monde anglo-saxon. Tu en as étudié des dizaines et des dizaines, et tu as justement découvert ou observé que dans ces cas-là, un autre type de conscience pouvait se développer. C'est ce que tu appelles la CEI, en opposition à la CAC. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail la nuance entre les deux ? Voilà, on est face à ce problème et il faut proposer un autre concept.
pour expliquer ces phénomènes de manière rationnelle. Voilà. Donc, proposer une conceptualisation nouvelle du fonctionnement de la conscience, ça implique de dire que lorsque notre cerveau ne fonctionne plus, lorsque cette conscience analytique cérébrale n'existe plus, ou est ralentie, ou même à zéro, eh bien, on a possibilité d'avoir tout un champ d'investigation. La conscience intuitive extraneuronale qui donne non seulement la possibilité de voir ce qui se passe à distance de son corps physique, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de remote viewing, qui sont maintenant bien connus, qui ont même été exploités pendant la guerre froide avec le projet Stargate, où des médiums ont pu localiser des bases militaires russes de cette façon. Et puis aussi, j'ai eu la surprise de découvrir que cette conscience intuitive extraneuronale avait d'autres possibilités, notamment des contacts avec les défunts, notamment des phénomènes connexes comme la télépathie, l'intuition, la prémonition, tous ces phénomènes qu'on rejette dans nos sociétés matérialistes parce qu'on ne les explique pas. Et il faut avoir l'humilité en tant que scientifique de dire, voilà, on est face à des problèmes qu'on n'explique pas, on n'explique pas tout, tout simplement ça, et proposer certaines modélisations, certaines conceptualisations, comme je le fais avec cette CAC et de cette CIE, permet d'éclairer un petit peu tout ce que l'on ne comprend pas. Alors, les études montrent que environ 18% des adultes en arrêt cardiaque vivent ce type d'expérience dite de mort imminente, contre 65% des enfants. Comment on peut expliquer une telle différence ? Si on conçoit que cette conscience analytique cérébrale est formatée par nos apprentissages, tout s'explique. Parce que dans nos apprentissages occidentaux, matérialistes, réductionnistes, cette expérience est niée parce qu'on ne l'explique pas. Donc le contact avec les défunts, la sortie de corps, enfin tout ce qui est raconté dans l'expérience est violemment rejeté, rentre en dissonance cognitive avec nos apprentissages. Et à partir de là, le cerveau est formaté à exclure ces informations, et donc les adultes ne les racontent pas. Et les enfants, oui, parce que les enfants n'ont pas encore été bloqués par la censure des apprentissages. Et d'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles, ont des réminiscences de vie antérieure, et puis après, les parents grondent leurs enfants lorsqu'ils racontent des bêtises. Ça continue ensuite, et plus on avance dans les apprentissages, et plus ils sont sophistiqués, et plus ce rejet est prégnant. Et dans ma spécialité, la médecine, à longueur d'année, on nous répète que nous serions des sortes de robots biologiques, animés par des pensées biochimiques, que nous ne serions que des organes et de la matière, que le cerveau serait un organe qui fabriquerait de la conscience, comme la thyroïde fabrique des hormones thyroïdiennes, et que lorsque ces organes n'existent plus, il n'y a plus rien. Donc c'est pas très étonnant qu'on ait une majorité d'adultes qui bloquent les informations, qui ne les racontent pas, alors qu'il y a une majorité d'enfants, d'après l'étude de Melvin Morse, 65% des enfants en arrêt cardiaque racontent ces expériences, alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes. Donc c'est le cerveau qui aurait tendance à censurer de par les lui-même apprentissages. finalement l'expérience. Mais le cerveau nous joue des tours. Il est capable même de modéliser le réel pour le rendre conforme à ce qu'on nous a appris. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsqu'on voit une figure incohérente, le cerveau va rebidouiller l'image, va rajouter des lignes, en enlever d'autres pour rendre l'image logique, mais au total, l'image que l'on voit n'existe pas. Elle a été reformée par le cerveau. Notre cerveau peut reformer le monde réel, peut même transformer des expériences et même les gommer totalement, comme c'est le cas dans ces expériences de mort provisoire. Alors, rassure-moi, Jean-Jacques, on n'est pas obligé de faire un arrêt cardiaque pour vivre ce type d'expérience, et c'est d'ailleurs tout le sujet de notre discussion aujourd'hui et de ta démarche depuis plus d'une décennie maintenant. Comment ça t'est venu de te dire que peut-être c'est possible de trouver une méthode pour accompagner les gens dans des expériences similaires? Tout a commencé en fait il y a 35 ans, lorsque j'ai décidé de faire ce métier précisément parce que je voulais étudier ces expériences et je trouvais que c'était la meilleure position stratégique pour pouvoir les étudier. Dans mon métier, j'étais beaucoup déçu parce que les gens ne me parlaient pas. C'est vrai que j'étais dans un poste de réanimateur où il y avait beaucoup, en neurochirurgie, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce genre de... Probablement, potentiellement ce genre d'expérience, puisqu'il y avait pas mal de réanimation, d'arrêt cardiaque récupéré dans ces services. Mais malheureusement, les gens ne me parlaient pas. Et c'est ensuite dans ma carrière, on va dire, d'écrivain, que j'ai commencé à connecter les premières expériences. Et durant toutes ces décennies, j'ai connecté beaucoup de patients qui avaient vécu ces expériences et qui me les ont racontées, des centaines de personnes. Et j'avais remarqué qu'il y avait un point commun
clairement, ces personnes étaient apaisées par rapport aux angoisses de leur propre finitude et aussi soulagées par rapport aux angoisses et aux douleurs du deuil. Donc je me suis dit, voilà, c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à reconstituer cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? C'était ça, le point de départ de ma démarche, c'était créer des ateliers collectifs. Les premiers ont eu lieu au Canada, à Montréal et Québec, où les gens sous hypnose étaient dans la suggestion de vivre cette expérience. Et tout de suite, je me suis aperçu que cette intuition était bonne, puisque les gens vivaient ces expériences, les racontaient et disaient qu'ils étaient soulagés par rapport aux souffrances du deuil. Donc ça m'a donné l'idée de faire une étude statistique que j'ai faite avec un statisticien universitaire qui était tout à fait dans les clous, on va dire, comme moi je l'étais à l'époque. Je suis devenu hors des clous précisément à cause de cette expérience, de ces expériences que je provoquais en hypnose. Et on montrait clairement dans cette étude que cette possibilité avait une action thérapeutique par rapport aux souffrances du deuil et aussi par rapport aux angoisses de la mort. Voilà. Ça a été fait sur le premier millier de participants. Comme tu l'as dit, on a dépassé maintenant 60 000 participants au cours d'une décennie, ça va vite, à coup d'ateliers de 45, et puis maintenant dans les cinémas, c'est plusieurs centaines de personnes qui font l'expérience. Donc très vite, on s'est aperçu que c'était une activité qui pouvait rendre service aux gens. Malheureusement, ça ne consomme pas de médoc, et c'est pour cela que j'ai été autant attaqué, autant décrié, parce que l'industrie pharmaceutique est là, et dès qu'on propose quelque chose qui ne consomme pas de médicaments, mais qui en plus risque de faire baisser la consommation de psychotropes, puisqu'en France on a un triste record, je ne sais pas en Suisse, mais en France c'est 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an, c'est un des records mondiaux de la consommation de psychotropes par habitant, et quelqu'un qui s'attaque à ce marché en proposant des solutions alternatives est vite mis au pilori, et puis il y a les fusils qui sont dirigés sur ta tête très vite. On va revenir d'ailleurs sur ces attaques tout à l'heure, mais avant, voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette pratique de l'hypnose, parce que c'est vrai que tu as commencé à travailler l'hypnose en bloc opératoire, en tant que médecin anesthésiste, pour certaines opérations, c'est ça? Oui, je faisais ça pour les cataractes, la thyroïde et les varices. Ça marche très très bien, on part dans une suggestion avec le patient. Alors là, ce n'est pas d'hypnose de groupe, évidemment, puisqu'on n'a qu'un patient à gérer. Et on est en conversationnel avec le patient, on s'adapte au temps opératoire. Par exemple, lorsqu'on a un temps opératoire un petit peu plus compliqué, qu'on a décidé avec le patient dans la consultation anesthésique que ça serait l'activité de vélo, par exemple, je prends un exemple comme ça, qui va être exploité, on va dire au patient, quand ça devient un petit peu difficile au point de vue douleur, là on monte une côte, c'est un petit peu plus douloureux au niveau des... Voilà. On n'introduit pas le mot douleur, parce que ça serait, si on dit douleur, ça va rien. Donc on va dire c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va mieux, ça va passer, c'est un petit peu plus difficile, et puis on monte ensemble la côte, ça y est, on est presque arrivé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des opérations qui ne consomment pas de produits. Alors évidemment, les anesthésistes ont beaucoup de difficultés à mettre ça en place, parce que ça consomme du temps, et time is money, partout, surtout dans le privé, là où j'étais. Et aussi, ça ne consomme pas de médoc, donc il y a de bonnes raisons pour ne pas développer cette activité. C'est bien dommage, parce que ça rendrait beaucoup de services aux patients. Oui, cela dit, c'est une approche qui est aujourd'hui bien validée, même pour des opérations plus lourdes. Je crois qu'il y a eu des opérations à cœur ouvert sous hypnose. Oui, en Chine, il y a une équipe, il y a plusieurs équipes déjà en Chine, ils sont un peu en avance sur nous, sur la médecine, qui a fait des opérations à cœur ouvert sous hypnose. À Strasbourg, je sais qu'il y a une équipe qui fait des prostatectomies radicales sous hypnose. C'est des grosses chirurgies lourdes, et donc ça fonctionne très bien. Le principe, c'est de ralentir l'activité électrique corticale cérébrale. Au moment où on se parle, là, on est à peu près à 21 Hz. Si on arrive à ralentir en dessous de 14, 13, et bien là, on sera dans cet état particulier qui nous permet d'avoir accès à toutes ces expériences, l'hypnose. Et justement, toi, tu as eu l'idée de reprendre cette technique, mais d'en faire de l'hypnose spirituelle, je pense qu'on peut le dire. Oui. Donc d'aller plus loin que simplement agir sur des douleurs, etc.
Et tu as très vite constaté dans tes ateliers, tu parlais d'accompagnement au deuil, mais en fait, très vite, tu te rends compte que ça va bien plus loin que ça, Ouais, ouais. avec même des personnes qui ont des guérisons inexpliquées, des contacts avec des proches défunts, Ouais. des personnes qui découvrent un talent caché. Enfin, comment tu expliques tous ces phénomènes? Ben, on l'explique si on conçoit que cette CIE peut être connectée à tout un champ d'informations qui demeure inaccessible par l'activité de la conscience analytique cérébrale, qui bloque ces informations dissonantes. Et oui, on serait tous, en fait, médiums. On serait tous capables de connecter le monde invisible, d'avoir des contacts avec nos défunts, d'avoir des flashs sur le futur, des flashs de voyance, avoir des phénomènes de délocalisation de conscience et d'écrire des scènes qui se trouvent à distance de notre corps physique, avoir des intuitions, avoir des prémonitions et aussi avoir cette faculté d'inspiration. C'est ça qui peut aider la vie des gens. Être inspiré, avoir une intuition. À un moment donné, on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où j'en suis, et puis pof, on reçoit un message. Ça ne vient pas du cerveau, le message ne vient pas du cerveau, j'en suis convaincu. Les grands créateurs, les artistes ont pu valider ça. Par exemple, il y a des artistes qui, sans qu'il y ait forcément plagiat, vont réaliser des œuvres qui se ressemblent. Les grandes découvertes planétaires ont été simultanées parce que des scientifiques ont été connectés à la même source d'inspiration. Donc on aurait cette espèce d'iCloud géant et nous, avec notre petite antenne de CIE, on serait capable de connecter ces informations. Donc c'est vraiment, il faut se servir de ça, quoi. Au lieu de dire ça n'existe pas, c'est pas possible, oui, c'est possible puisque les preuves sont là. Si les preuves n'étaient pas là, j'aurais pas autant de succès et il n'y aurait pas autant de gens qui viennent me voir pour faire ces expériences. Donc oui, c'est possible. On est tous médiums, en fait. C'est impressionnant. Et puis, ben, c'est vrai que parmi les nombreux témoignages, hein, il y en a des centaines et des centaines que tu relates d'ailleurs dans tes livres, Mm. on parle de personnes qui viennent avec des problématiques de santé et qui, sans explication, Ouais. voient ces problèmes disparaître. Tu peux peut-être donner un ou deux exemples pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Oui, alors, je l'ai déjà observé ça dans mon métier d'anesthésiste réanimateur. Ah oui. J'ai observé qu'il y avait des gens qui s'aggravaient de façon inexpliquée à partir d'une maladie qui était relativement bénigne et s'enfonçaient inexorablement vers la mort. Et à l'inverse, il y avait des gens qui étaient dans des états désespérés, qui arrivaient à surmonter tout ça. Et je raconte l'exemple dans ce livre, La guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine, l'histoire de cet homme qui avait un cancer de la vessie invasif, qui avait des métastases. Et tout le monde croyait qu'il allait mourir, et puis on faisait des soins palliatifs sur lui. Et il est arrivé à guérir sans séquelles. Tout a disparu, même les métastases. Comment c'est possible? Comment des personnes qui fument comme des pompiers n'ont jamais rien, et d'autres qui n'ont jamais fumé ont des cancers du poumon? Alors je crois qu'on a tendance à confondre les facteurs déterminants et les facteurs favorisants. Les facteurs déterminants, ce n'est pas le tabac, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le stress. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut fumer et boire. Hein. C'est bien de le préciser quand même. Oui, oui, il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas ça la clé. Ce ne sont pas les facteurs déterminants. Les facteurs déterminants, c'est là que ça se passe. Et ce patient, je suis allé le voir, il m'a dit, voilà, comment j'ai fait c'est très simple. Je me suis débarrassé enfin il ne m'a pas parlé dans ce langage-là, de toutes les énergies négatives. Il ne m'a pas parlé d'énergie ni quoi que ce soit. Il m'a dit, la première chose que j'ai faite, c'est éteindre ma télé parce que je crois que c'est le 20h qui m'a rendu malade. Toutes ces énergies négatives venaient sur lui. Il ne parlait pas d'énergie, lui, hein, il ne parlait pas comme ça, il était très rustique. Il dit, ça m'a emmerdé, ça me faisait chier, voilà. Il parlait comme ça. Et en fait, j'ai fait des choses qu'on m'interdisait de faire, notamment les babas au rhum qu'on m'interdisait. Il avait un peu de diabète, on l'avait interdit, alors qu'il était en soins palliatifs, comme quoi parfois la médecine. Et il a remangé des babas au rhum, il s'est loué des films de Laurel et Hardy et de Funès, il s'est débarrassé des gens toxiques. Il ne parlait pas des gens toxiques, il disait des emmerdeurs, dehors. Et puis, il a beaucoup prié.
Mais il ne priait pas pour lui, il priait pour les autres. Hmm. Et cette démarche l'a guéri. Voilà. Ce n'est pas un remède miracle. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Être dans une certaine disposition d'esprit, c'est un jeu de mots, pour pouvoir voilà, avoir accès à la guérison. On peut se rendre malade, mais on peut aussi guérir. C'est valable dans les deux sens. Et alors en hypnose, tu l'as constaté aussi dans tes séances. Je l'ai constaté aussi en hypnose. Il y avait des gens qui avaient cette capacité de recevoir des soins énergétiques. Alors au début, je disais c'est bizarre quand même. Il y avait des gens qui disaient ah, j'ai une douleur là, j'ai une chaleur là, j'ai senti que ça vibrait dans mon corps. Bon, je ne savais pas trop quoi en faire de tout ça. Et puis ça avait une action positive. Constater, ce n'est pas du subjectif, c'est de l'objectif. Quand on a une dame qui ressent une chaleur au niveau de son cou, qui comprend qu'elle est en train de guérir de son problème thyroïdien, qu'on lui fait les tests T3, T4, TSH, qu'il n'y a plus besoin de lévothyrox, ce n'est pas du subjectif, c'est de l'objectif. Lorsqu'on a une personne qui a une périarthrite scapulo-humérale, qui ressent de la chaleur sur son épaule pendant l'hypnose, on lui fait les RM, il n'y a plus rien. Ce n'est pas du subjectif, c'est de l'objectif. Donc il y a véritablement une action. Il y a une action sur l'organe, sur la douleur, sur la pathologie. Alors c'est vrai qu'en médecine, on a reconnu tout ça, puisqu'il y a les fameux effets placebo. On en parle. Oui, on pourrait te rétorquer que finalement, c'est juste un effet placebo. Ouais, ben, on me le rétorque. T'inquiète pas, dès qu'on peut me rétorquer quelque chose, alors, qu'est-ce que pour essayer de minimiser, ben, peu importe, si c'est l'effet placebo, tant mieux. Je dis, moi, c'est le résultat. Alors peut-être il faut expliquer l'effet placebo. Ce que c'est, quand on a une thérapie et qu'on a une bonne opinion de cette thérapie, dans 40% des cas, ça va améliorer la pathologie. C'est ça l'effet placebo. Et c'est pour cela que pour qu'un médicament soit reconnu actif par son principe, il faut dépasser ce seuil de 40%. Alors oui, ça peut être effectivement l'effet placebo qui joue. Moi je m'en fous. L'essentiel c'est que ça marche. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de cas où on ne peut pas le mettre en ligne de compte, l'effet placebo, parce que il y a par exemple dans une de mes hypnoses qui s'appelle la PCH, on a la possibilité de faire venir en hypnose le corps éthérique en suggestion d'une personne que l'on sait malade pour l'aider. Et il y a eu des guérisons comme ça. Et les personnes concernées ne savaient pas que la démarche était faite. Donc là, ça ne peut pas être l'effet placebo. Donc la personne venait faire un atelier avec toi, mais elle dirigeait leurs soins non pas vers elle-même, mais vers un proche qui était à distance et qui n'était pas du tout au courant. Parce qu'il y a une éventualité possible dans la PCH, que l'on retrouvera d'ailleurs dans les modules que je fais, où on peut faire monter le corps éthérique d'une personne que l'on souhaite aider dans l'environnement dans lequel on est, pour qu'elles reçoivent des soins. Eh bien, ces personnes peuvent être guéries de cette façon. Alors qu'elles ne savaient même pas que quelqu'un avait cette intention envers eux. Ouais. Il y a eu aussi, dans une de mes hypnoses, un gamin qui était porteur d'une maladie très grave au niveau du poumon. On devait le greffer du poumon, pour dire à quel point c'était grave. Il avait une fibrose. Et au moment de l'hypnose, sa maman pense à son fils et elle ressent une chaleur très importante au niveau de ses poumons. En même temps, puisqu'elle a pu le vérifier après, les chiffres de l'oxymètre de pouls de son enfant se sont améliorés. L'oxymètre de pouls, c'est un petit matériel qu'on utilise pour évaluer en temps réel l'oxygénation du sang artériel. Donc la fonction de respiration est comme ça instantanément connue. Et il était dans des seuils très très bas. Et là, on constate que l'oxymètre de pouls s'améliore. À partir de ce moment-là, coïncidence ou pas, mais l'état de ce gamin s'est amélioré. Une fibrose, ça ne guérit pas normalement. Il a guéri, ce gamin. C'est incroyable. Il a guéri, on n'a pas eu à le greffer. Donc là, ce n'est pas l'effet placebo, ce n'est pas possible. Voilà. Et quand tu as des effets aussi spectaculaires, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi les scientifiques ne se ruent pas pour mener des études plus complètes sur le sujet et puis essayer d'aller plus loin? Et j'ai l'impression même au contraire, tu disais tout à l'heure que tu subissais des attaques par rapport à ça. Comment ça se fait Oui, alors moi je demande une évaluation, je la demande, je l'ai crié, je demande
l'évaluation. Je sais qu'il y a un certain nombre d'organisations qui seraient capables de faire cette évaluation, notamment, je l'avais demandé publiquement au Coma Science Group, en la personne du professeur Lauré. On a fait ensemble une conférence et il y a eu une table ronde où il y avait le docteur Pien Van Omen, le professeur Lauré et moi-même. Et j'en ai profité, j'ai dit qu'on vienne faire, ça ne va pas coûter très cher, qu'on vienne faire une évaluation des résultats de mes hypnoses. J'ouvre la porte à tout le monde. Je ne ferme la porte à personne, même aux médias. Bon, après, ça peut créer des problèmes parce que les médias sont capables de transformer le réel comme ça les arrange. Mais je pense que des scientifiques, non. A priori, des scientifiques sont dans la rigueur. Et moi, je ne demande qu'avoir une évaluation rigoureuse des résultats que j'obtiens lors de ces ateliers. Et malheureusement, chaque fois, on me dit non, c'est pas possible. Bon, si un scientifique, en tout cas, nous regarde, qui prenne l'initiative de te contacter. Il y a eu une réponse assez malicieuse du professeur Lauré. Lorsque j'ai proposé, j'ai tendu la perche, j'ai dit voilà, j'aimerais bien que Il m'a dit oui, ça serait intéressant. D'ailleurs, c'est enregistré, donc mais il faudrait trouver les laboratoires qui nous financent pour faire ce genre de... C'était très malicieux. C'était très malicieux parce qu'il connaissait la réponse. Mais alors oui, alors à défaut d'avoir des études, c'est même tout le contraire qui t'arrive. Tu es un peu oui. Sur la liste noire, on va dire, aujourd'hui, du monde médical. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je trouve que c'est normal, il en a toujours été ainsi. Des grands précurseurs, je vais dire, bon, je ne veux pas avoir la tête qui enfle, mais c'est vrai, il faut être... ça fait partie des grandes révolutions de ce siècle. Penser qu'on a une conscience intuitive extraordinaire. Je ne suis pas le seul chercheur à dire ça. Mais peut-être que parce que je suis plus... voilà, je suis du Sud, donc je suis une grande gueule, je ne peux pas m'empêcher de parler. Et les grands précurseurs de tout temps ont toujours été très attaqués. Et avant d'être reconnus, c'est le principe de Schopenhauer. Une vérité passe par 3 stades. Oui. Elle est d'abord moquée, puis attaquée, avant d'être reconnue comme une évidence. Et chaque fois qu'il y a eu un changement de paradigme sur quoi que ce soit, les gens qui ont été à l'initiative de ces changements de paradigme ont toujours subi le même sort. Donc c'est plutôt bon signe. Tu penses que tes vérités dérangent? Oui, ça dérange l'ordre établi, ça dérange une façon de penser. Et d'ailleurs, tout ce qui est autour de ce phénomène, que ce soit la médiumnité, que ce soit la prémonition, la voyance, tout ça est rejeté. Parce qu'on ne l'explique pas, on ne le comprend pas avec cette théorie de la conscience qui est localisée dans le cerveau. Donc là, c'est une véritable révolution copernicienne. Avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe au niveau de la conscience. On pense que le cerveau, c'est le centre de la conscience. Et là, on montre que non, puisqu'il y a des gens qui avaient des informations totalement inconnues, qui n'étaient pas déductibles, qu'on ne pouvait pas imaginer ou déduire, et qui ont été validées ensuite, des informations qui ont été reçues en hypnose et qui ont été validées ensuite. Tu peux donner un exemple pour qu'on puisse... Oui, il y en a plusieurs. Ça peut être des objets qui sont signalés par un défunt, des objets cachés dans une maison, ça c'est déjà produit, qui sont retrouvés à l'emplacement décrit. Ça peut être un défunt qui apparaît, qui est totalement inconnu, qui va être décrit par la personne au moment où on fait les partages d'expériences, au moment du débriefing, qui va décrire son apparence physique, quelquefois ses vêtements et même son prénom. La personne dit, moi, je ne sais pas qui c'est. Et puis ça parle à un autre participant qui était dans la même séance. L'entité n'a pas pu joindre la personne concernée. Elle s'est servie d'une autre personne en état de conscience modifiée pour faire office de médium et passer l'information à la personne concernée. Ça peut être aussi des flashs sur le futur, des futurs improbables qui sont validés ensuite. À Toulouse, il y avait une jeune femme qui est venue nous dire, il y a 3 ans, j'ai fait mon hypnose et dans cette hypnose, on m'a annoncé un 4e enfant. Et moi, je ne pensais pas que ça soit possible parce que j'ai déjà 3 enfants, ils sont bruns aux yeux noirs, et là, on me montrait une petite fille de 3 ans qui était blonde aux yeux bleus. Et je vous annonce maintenant, 3 ans après,
que cette petite fille est bien arrivée dans ma maison et elle est exactement aujourd'hui comme je l'ai vue il y a 3 ans. Waouh. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut connecter, oui, des informations du futur, des informations totalement ignorées de nos défunts, qui peuvent aussi apparaître ensuite sur une photo. Il y a eu ça aussi, il y a eu des gens qui ont vu apparaître des défunts qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont pu reconnaître ensuite sur une photo qu'ils n'avaient jamais vue. Et c'était une personne effectivement décédée. Donc il y a tout un faisceau de présomptions. Ce n'est pas scientifique tout ça, tout ce que je raconte. Ce sont des témoignages. Mais c'est comme quand on doit juger quelque chose ou quelqu'un, on a un faisceau de présomptions qui donne une intime conviction. Ben là, je crois qu'il y en a. Franchement, c'est comme si on était face à l'Everest et qu'on dit ouais, il n'y a pas de montagne, quoi. Là, c'est énorme ce qui se passe actuellement. Et il y en aura de plus en plus. Plus il y aura d'hypnose, plus il y aura de gens réanimés. Maintenant, il y en aura de plus en plus avec ces défibrillateurs automatiques qui sont mis en place partout. On arrivera de plus en plus à voir ce genre de récit. Et le récit est de moins en moins marginal, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui racontent. Il y a de moins en moins de gens qui ont peur de raconter. Parce que moi, j'ai vu l'évolution en plus de 35 ans. C'était plus compliqué, quoi. Il y a 35 ans, c'était vraiment du bout des lèvres. Maintenant, les gens vivent ça, ils le racontent, ils écrivent des bouquins. Enfin, c'est assez connu. Ça fait partie de l'image archétypale de la mort, même dans un dessin animé. Récemment, j'ai vu un dessin animé où on voit un écureuil qui meurt, alors il reçoit un coup sur la tête, on voit le tunnel et on voit la lumière au bout, quoi. Enfin, ça fait partie des choses que l'on connaît, quoi. Maintenant, on sait à peu près comment ça se passe au moment de la mort. Alors justement, tu parles des contacts avec les défunts. Sauf erreur, tu as fait une étude avec un statisticien et tu as noté que quasiment 7 personnes sur 10 durant ces séances d'hypnose que tu mènes ont un contact rapproché avec un défunt. C'est énorme Ah oui, c'est énorme. Comme proportion. C'est énorme et ça interpelle parce qu'on se dit, finalement, de l'autre côté, il y a aussi une recherche, comme une impatience, comme si de l'autre côté, nos défunts aimeraient aussi être en contact. Alors nous, il faut qu'on monte en vibration et eux, il faut qu'ils descendent. Et c'est pour cela, ça fait partie d'une des motivations de cette activité que l'on fait ensemble, essayer de performer davantage les résultats par rapport à ces hypnoses. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a créé ensemble tout un programme pour permettre aux gens de pratiquer cette hypnose spirituelle chez soi. C'est possible que des personnes aient l'impression qu'il ne s'est rien passé, puis qu'en fait, ils se rendent compte plus tard qu'il y a vraiment eu quelque chose. Oui, c'est possible. Je pense à une histoire aussi de cette personne qui repart déçue de ne pas avoir rencontré son épouse décédée, je crois. Oui, alors parce que dans le questionnaire, je mettais êtes-vous satisfait, très satisfait, déçu. Et puis il cochait, alors il y a une personne qui a coché comme ça, déçu. Et puis quand on retournait la feuille, on s'apercevait que c'est parce qu'elle avait rencontré sa belle-mère et pas la personne qu'elle attendait. Donc c'est une déception relative. Elle avait quand même rencontré un défunt. Oui, il y a ce genre de choses. Je pensais même pas à cette histoire, tu vois. Je pensais à une autre, je pensais à cette personne qui rentre chez elle et c'est ensuite... Ah ça, c'est un médecin. C'est un médecin ? Oui, c'est un médecin. C'est un médecin qui était venu. Et d'ailleurs, je faisais une conférence, c'était au Grand Rex, et j'ai commencé ma conférence comme ça, en racontant, ou c'était à la Mutualité plutôt, oui. C'était un autre colloque. J'ai raconté, enfin, j'ai pas raconté, j'ai lu sa lettre. Elle était très émouvante, sa lettre, parce que c'était un médecin généraliste qui avait perdu son épouse, et bien sûr, il était venu en recherche d'avoir un contact sous hypnose avec elle. Et il n'était pas du tout dans ce... Enfin, on voyait bien dans sa lettre, il le dit, il explique très bien dans sa lettre, il n'était pas du tout dans ces énergies-là, il ne pensait pas que c'était possible, mais comme c'était un confrère qui organisait ça, il est venu. Bon. Et puis à la fin de son expérience, il était très remonté contre moi, il le dit dans sa lettre, je vous ai pris pour un charlatan, c'est dégueulasse ce que vous faites avec les gens, vous exploitez la misère humaine, etc. Il y avait tout ce credo que l'on connaît et qui est répété par mes détracteurs. Et puis, une fois arrivé chez lui, il raconte que dans sa chambre à coucher, près de son lit, sur le fauteuil, sa femme l'attendait et elle était revêtue de la robe qu'il y avait mise dans son cercueil.
Elle avait le collier de perles qu'il y avait offert, et il la voit, et elle lui dit, tu vois que c'est possible, gros bêta. Il fait un pas vers elle, elle explose comme une bulle de savon, elle disparaît. Et sa vie a été changée en raison de cette expérience personnelle. Donc il dit merci, voilà, j'ai été très injuste avec vous. Ben, souvent, les gens pensent ne pas avoir d'expérience. À Rennes, il y a une jeune femme qui nous a envoyé son récit 2 ans après. Tout lui est revenu après l'expérience. Elle a eu l'impression qu'il ne s'était rien passé du tout. Et puis, ça lui est revenu. Et elle m'a fait une très belle lettre de 2 pages où elle explique ce qui s'était passé dans son hypnose. On peut avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout et retrouver les expériences après. C'est vraiment étonnant parce que bon, on voit qu'il peut y avoir différents types d'expériences, hein, que ce soit des contacts avec des personnes qui nous sont chères, que ce soit des guérisons ou des soins pour nous ou pour des proches, que ce soit peut-être aussi pour ouvrir justement, s'ouvrir à nos intuitions, à trouver des réponses à nos questions, pour faire des bons choix. Tu as aussi des personnes, sauf erreur, qui découvrent grâce à ces séances qu'elles ont un don, un talent caché. Ouais. Mais oui, parce que elles peuvent être en contact avec leurs ancêtres. Et ces ancêtres peuvent avoir eu dans leur vie des capacités de guérisseurs, d'artistes, etc. Et tout ça, on l'a dans nos gènes en transgénérationnel. On a aussi des blessures, des traumatismes, c'est vrai. Mais on a aussi des choses positives. Il ne faut pas voir que les trucs négatifs. On peut se trimballer des grosses valises dans nos gènes et qui peuvent avoir des répercussions sur notre vie actuelle. Et ça peut être retrouvé en hypnose. On peut aussi avoir, pour celles et ceux qui y croient, des vies antérieures où on a eu des traumatismes et des blessures. Et si on identifie ces blessures, ces traumatismes, si on a une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à une situation donnée, et qu'on en a l'explication dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, on a une disparition de cette angoisse, cette phobie, ou de ce mal-être, de façon définitive. Et ça, je l'ai constaté aussi. Donc après, on croit ou on ne croit pas aux vies antérieures, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse en tant que médecin, c'est le résultat. Et les résultats sont là. Et les résultats sont là. C'est ça qui est intéressant. Bon, c'est vrai on est en plus dans une société où on a tendance quand même à être beaucoup dans le mental, et de pouvoir justement apprendre à baisser peut-être un petit peu la part de ce mental, de cette conscience analytique cérébrale, la CAC, et puis de pouvoir s'ouvrir à une conscience plus grande, qui nous ouvre aux intuitions, qui nous ouvre à ce qui nous relie finalement au monde, à l'univers, aux autres. Et je voulais d'ailleurs te demander, alors j'imagine que parfois en une séance on peut avoir un déclic énorme, comme tu nous as donné déjà plein d'exemples, mais je suppose aussi que ça peut être intéressant de répéter régulièrement ce genre d'exercice pour justement être de plus en plus connecté avec nos intuitions, avec cette conscience extraneuronale. C'est comme toutes les activités humaines. Plus tu répètes les choses, plus tu les pratiques, et plus tu vas devenir performant sur même en sport, en activité artistique, en peinture, en sculpture. Enfin, alors pourquoi pas la médiumnité? C'est comme un muscle, ça s'entraîne? Oui, la CIE, la connexion à la CIE. Avoir des intuitions, ça peut rendre service. Et on peut s'entraîner à devenir intuitif. On peut s'entraîner à délocaliser sa conscience, avoir ces phénomènes de remote viewing. Il n'y a pas que Nicolas Fraisse, qui est étudié par Sylvie Détiolas. Oui, et qui a été filmé d'ailleurs en situation réelle, hein, où il a pu projeter sa conscience. C'est formidable le travail qu'ils font, parce qu'elle a montré que c'était possible, de façon très objective, avec des caméras qui le filmaient, avec des objets, une affiche, je me souviens, qui a été aussi identifiée à distance par lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant ça? On ne peut pas dire que ça n'existe pas, puisque on a la preuve. Alors, c'est pas scientifique, on dit, mais qu'est-ce que c'est scientifique? C'est quoi être scientifique? Être scientifique, dans l'esprit réducteur des gens, c'est avoir une expérience qui peut être mesurable et reproductible. Déjà, ça, c'est très restrictif. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais mesurer. L'amour, ça ne se mesure pas. On ne pourra jamais reproduire la création de l'univers. Pourtant, il a existé à un moment donné. Donc, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas les outils pour mesurer et reproduire des expériences qu'on ne comprend pas. C'est simplement une incompétence scientifique
c'est pas une validation à chercher, c'est une incompétence, un peu d'humilité. Les scientifiques disent c'est pas scientifique, donc ça n'existe pas. Non, ce qui n'existe pas, c'est la capacité scientifique de pouvoir évaluer les choses. Voilà, c'est ça qui n'existe pas. Alors pour entraîner, pour travailler ce muscle dont tu nous parles, évidemment, il y a des stages que tu organises un peu partout en France, régulièrement, qui affichent souvent d'ailleurs complet de nombreux mois à l'avance. Et puis pour les personnes qui aimeraient faire un travail plus régulier, qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer tout de suite, on a travaillé ensemble sur un projet absolument inédit, unique même je pense. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Comment entraîner les gens ? En répétant les choses, en faisant ce que je fais dans les hôtels et les cinémas, et évidemment pas de la même façon parce qu'on ne peut pas être dans la même configuration, mais ça va déjà donner une possibilité pour celles et ceux qui ne peuvent pas se dépasser de pouvoir avoir ce genre d'expérience, connecter leur CIE de manière exceptionnelle comme ils ne l'ont jamais fait. Donc oui, cette capacité est en nous, on a en nous ces capacités de connexion avec cette conscience intuitive extranormale qui est approchée dans ce genre d'expérience. Et pour la première fois, avec Pure Santé, tu as accepté de mettre 35 ans d'expertise et de savoir-faire dans un programme vidéo. Au total, ça fait 22 vidéos, 6 modules différents pour suivre depuis chez soi, en vidéo ou en audio, des séances d'hypnose spirituelle, comme tu le proposes notamment dans tes stages. On peut peut-être en dire un peu plus sur ces différents modules, parce que c'est vrai qu'ils ont tous des particularités, des spécialités différentes. On a pu reproduire, et je pense que les personnes qui vont écouter ces modules vont avoir des expériences. Disons qu'ils ont de fortes chances, voilà, on peut dire ça comme ça, qu'il va se passer quelque chose. Et qui ne seront pas les mêmes personnes après avoir vécu toutes ces expériences que je propose dans tous ces modules qu'on a fait ensemble ces jours-ci. Donc, il va se passer quelque chose. C'est d'autant plus intéressant qu'ils vont pouvoir écouter ces modules autant de fois qu'ils veulent. Alors, on me dit souvent, mais comment il faut faire ? Est-ce qu'il faut en faire une par semaine ? Est-ce qu'il faut en faire une par mois ? Est-ce qu'il faut en faire une tous les jours ? Alors, je ne fais pas d'ordonnance. On a tendance à infantiliser les gens. Les médecins ont tendance à dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais. C'est pas votre corps qui sait, c'est moi. C'est moi qui décide comment vous allez être soigné, il n'y a que moi qui vais vous soigner, et tous les autres sont des cons. Enfin, c'est un peu ça quand même. Voilà. Donc moi je ne dis pas ça, je dis aux gens, c'est vous qui allez vous réguler. Peut-être que vous aurez envie de faire un module et d'en faire un autre dans la même journée. Peut-être que vous aurez envie de faire un module et puis d'en faire un autre dans un mois. Voilà. Pour digérer. Les digestions ne sont pas les mêmes. C'est les gens qui vont voir en fonction de leur capacité d'accueil et des expériences qu'ils vont avoir. Je suis persuadé qu'il va se passer quelque chose au cours d'un de ces modules. Ça serait impossible qu'il ne se passe rien. Je peux déjà te le confirmer. Pour moi-même et pour toute l'équipe qui était présente sur le plateau pendant le tournage, on a suivi en direct. Et pourtant, interdiction de lâcher. La caque. Ah bah oui. Parce qu'il fallait quand même que tu surveilles. Que tu dises pas de bêtises, etc. Mais alors franchement, malgré toute notre attention, je crois qu'on est tous un peu partis pendant ces séances et c'est assez extraordinaire. Hein. On est obligé de lâcher à un moment donné. Oui. Et puis, une fois que ça passe, ça y est, on est embarqué. Mais le parcours est très bien fait parce qu'il y a des séances pré-hypnotiques aussi pour se mettre en état. Tu proposes un module pour apprendre justement à faire baisser un petit peu notre mental, à la CAC, et puis libérer notre intuition, notre CEI. Tu as un module complet pour le contact avec les défunts. Un module de sortie de corps aussi, qui permet de suivre vraiment chaque étape. Un module de connexion à la CIE. Ça, c'est le premier module. Oui. Connexion à la CE, à ses intuitions, qui est très utile, je pense, si on veut faire des... Quand on a une décision à prendre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Prendre une décision. Écouter son intuition. L'analyse est très mauvaise conseilleuse. D'ailleurs, moi, si j'avais écouté mon analyse, je ne serais pas à côté de toi en train de... Tu serais encore en bloc opératoire. Travailler. Je serais en bloc opératoire.
C'était sûr que j'allais m'en prendre plein la figure. Hein. C'était pas raisonnable, franchement, j'ai pas été raisonnable du tout, et tant mieux. J'ai écouté mon cœur et mon intuition, et c'était ma voie, c'était mon chemin. Lorsque tu envisages de vivre avec quelqu'un, c'est pareil. Si tu fais la liste des qualités et des défauts, tu vas dire banco, il y a plus de qualités que de défauts. Et puis tu vas t'apercevoir que des qualités vont disparaître, que des défauts vont apparaître, que tu t'es planté. Et tu savais, ton cœur savait, ton intuition savait si c'était la bonne personne. Oui, ça ne marche pas par, non, par l'analyse est mauvaise conseilleuse. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que tu m'as racontée tout à l'heure hors caméra, mais de cette personne qui a rencontré son âme sœur grâce à une séance d'hypnose. Ah oui. Ah ben ça aussi, c'est une visualisation du futur. C'était un couple qui est venu en hypnose. Pour la dame, c'était la deuxième fois qu'elle faisait l'hypnose, et pour le monsieur, c'était la première. Et pour cause, elle avait rencontré cet homme dans sa première hypnose. Et alors, la dame, elle était tellement sûre d'elle, l'image de cet homme était tellement précise, que quand elle l'a rencontré dans le monde réel 2 mois plus tard, dans une boulangerie, elle ne s'est pas dégonflée. Elle est allée le voir en disant, voilà, je vous ai vu en hypnose, monsieur. Vous êtes l'homme de ma vie. Imagine un peu le truc. Moi, je ne sais pas, une nana me dirait ça, toi aussi, sûrement. Elle ne savait rien du bonhomme. Hein. S'il était marié ou quoi que ce soit, il ne l'a pas pris pour une folle. Ils sont venus, main dans la main, tous les deux, faire la deuxième hypnose. C'est marrant. On sait jamais vraiment ce que ça va nous apporter, mais j'ai l'impression que ça nous apporte toujours ce dont on a besoin à un moment précis. Ça, c'est très important de le dire, parce que dans mes ateliers d'hypnose, il y a souvent des gens qui sont dans une attente très importante, et ça va bloquer l'expérience. Et ils auront une autre expérience totalement différente. À Toulouse, il y avait une jeune femme qui était venue, elle recherchait le contact de son mari et de son fils décédés dans un même accident de voiture. On peut comprendre son attente, on dit qu'il ne faut rien attendre quand on vient à mes hypnoses, mais là, vraiment, c'est normal. Elle venait essayer d'avoir ce contact. Et au moment du débriefing, elle était très déçue, parce que non seulement elle ne les avait pas perçus, vus, entendus ou quoi que ce soit, mais en plus, ça durait 1h30, il ne s'était rien passé pour elle, rien du tout. Elle avait simplement eu les mains qui chauffaient. Et moi, je lui avais dit, c'est important parce que c'est une information orpheline. J'appelle ça des informations orphelines quand il n'y a que ça. Ça veut dire que l'univers vous a souligné quelque chose, vous avez sûrement de l'énergie dans les mains. Et bien on l'a revue, cette dame, plus tard, et elle nous a dit que sa première hypnose avait changé toute sa vie. Elle s'est effectivement aperçue qu'elle avait cette capacité de soigner avec ses mains, et cette activité était devenue tellement importante dans sa vie qu'elle a changé de métier. Elle était infirmière libérale et est devenue magnétiseuse, guérisseuse en raison de cette seule petite information. Donc ce n'est pas la quantité d'informations qui compte. Donc on peut être surpris par ce qui se passe. D'ailleurs, quand on fait plusieurs hypnoses, et ça sera le cas dans ces modules, les gens ne vont pas vivre la même chose. Ils vont par exemple ouvrir le premier module, contact à l'SIE, ils vont avoir une expérience un jour, et en avoir une autre un autre jour, puis une autre un autre jour. Ça ne sera jamais la même. C'est l'expérience que j'ai. Il y a des gens qui sont venus plusieurs fois. On avait peur aussi de ça, de l'addiction. Il n'y a jamais eu d'addiction. Au bout d'un moment, les gens savent s'autoréguler. J'allais pas dire, il faut en faire une par mois. Non, les gens savent s'autoréguler. Et ceux qui en ont fait plusieurs disent tous la même chose. Ça n'a jamais été la même chose, même s'ils en ont fait plusieurs. C'est l'univers qui décide quelle expérience tu dois avoir le jour où tu fais l'expérience. Donc premier module, l'ouverture à la CIE, donc à son intuition aussi, prendre des décisions. Deuxième module, c'est pour la sortie de corps. Oui. Donc là, ça sera la première occasion de contacter le monde invisible. De mettre cette petite antenne au-dessus de la tête, là, pour capter les informations, en se coupant vraiment, comme si on avait un casque, de la CAC. Il y a un gros module aussi qui est consacré aux soins énergétiques, donc tout ce qui est accompagnement santé, avec 2 grandes séances qui font à peu près plus de 30 minutes chacune. Pourquoi 2 séances ? 2 séances parce qu'il y en a une qui va s'intéresser à ce qui s'est passé. C'est une sorte de rendez-vous que l'on donne à notre âme, qui va nous révéler des choses qui se sont passées dans sa vie ou dans ses vies, pour celles et ceux qui croient aux vies antérieures, des choses positives comme les choses négatives. Et on va aussi faire appel au transgénérationnel. Nos ancêtres vont pouvoir venir et nous révéler ce qu'ils ont vécu de positif et de négatif, et qui sont dans nos gènes et en nous.
et qui sont peut-être quiescents, et qu'on va peut-être avoir des révélations. Peut-être qu'un de nos ancêtres avait des capacités ou des dons, voilà. Et puis ça sera donc C'est ce que tu appelles la déprogrammation déprogrammation cellulaire. cellulaire On va hypnotique. effacer peut-être toutes les mémoires aussi douloureuses, les traumatismes qui sont Voilà, liés soit à notre enfance, on s'en soit à nos débarrasse de ancêtres. manière très originale. Oui, il y a tout un Il y a tout rituel un dans protocole l'hypnose, un protocole. qui est basé sur le pardon, la guérison Mhm. par le pardon et l'amour inconditionnel, en se retrouvant dans cet espace de lumière divine que l'on suggère. Et ça fait du bien aux gens, de vider leur sac, ça fait du bien. Parce qu'on charge quand même. Mhm. On s'en aperçoit même pas, mais on charge. On charge ce qui s'est passé dans cette vie. Mhm. Ça, Freud le faisait aussi, l'enfance, l'adolescence, les moments clés, ce qui s'est passé pendant la vie fétale, ce qui s'est passé dans les vies antérieures, puisqu'on a chargé aussi Oui. dans nos gènes On porte beaucoup de avec choses nos qui ancêtres. ne nous appartiennent pas forcément. Ouais. C'est important de se libérer de tout ça. Puis après, il y a une deuxième séance qui est une reprogrammation cellulaire. Oui, où là, on va dédier de l'énergie dans des zones anatomiques stratégiques que j'ai choisies, que je connais en tant que médecin. On va aussi pouvoir refaire circuler le courant en se servant des méridiens d'acupuncture dans un sens déterminé. On va pouvoir orienter de l'énergie dans des zones spécifiques qui sont faibles ou malades. Et on va aussi pouvoir faire monter le corps éthérique d'une personne de son choix pour la soigner. Et ainsi donner des soins aux personnes que l'on souhaite aider de cette façon. Puis, il y a enfin un module pour se connecter au lieu. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un petit peu l'intérêt de faire ce travail? Ben parce que quand on se promène dans des lieux, on a des ressentis, sans être dans un état de conscience modifié. Et tous ces ressentis, toutes ces capacités vibratoires énergétiques des lieux, peuvent être exacerbés, améliorés en état de conscience modifiée hypnotique. On peut avoir des soins de guérison aussi qui arrivent en se servant des énergies des lieux. On peut aussi, et c'est la suggestion dans le module qu'ils trouveront, avoir des scènes historiques qui se sont passées dans les lieux qu'on a choisis. Alors les gens vont pouvoir, alors c'est vrai que moi dans mes voyages avec Cosette, avec Eric Grand, j'ai la chance de faire ça dans des lieux privilégiés, dans des temples, dans le temple d'Angkor Wat, au Cambodge, la pyramide de Khéops, le site de Luxor, le Sphinx, on a pu privatiser le Sphinx. Alors, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, avec ce module, les personnes pourront investiguer de cette façon un high concept, acronyme hyper-immersion géolocalisée hypnotique, des lieux qui leur parlent, des lieux où ils aiment bien se promener. Ça peut être un lieu où ils se sentent bien. Il y a des lieux où on se sent bien, d'autres où on se sent mal. Alors pourquoi? Ça c'est le mystère. Peut-être ils voudront découvrir aussi pourquoi ils se sentent mal dans certains lieux. Peut-être qu'en étant dans cet état de conscience modifié, ils verront que leur âme a peut-être vécu des choses dans ces lieux précis. Peut-être aussi qu'ils auront envie de se connecter de façon plus puissante aux énergies de ces lieux qu'ils auront choisis et qui vont les aider. Les lieux choisis, investigués en immersion sensorielle, vont pouvoir, en hypnose, leur donner de l'énergie, comme s'ils allaient se ressourcer. Et souvent, les gens disent, tiens, moi je vais me promener là parce que je vais me ressourcer là. Ils y vont de façon naturelle et spontanée. Eh bien, un état de conscience modifié, ça sera encore amplifié. Grâce à l'hypnose. On pourra faire l'hypnose in situ, pour celles et ceux qui le souhaitent, ou alors le faire à distance, chez soi, en étant projeté dans le lieu que l'on a investigué en immersion sensorielle, de la façon dont j'explique dans le module. Et le dernier module, c'est on peut dire un module avancé. C'est pour les personnes qui ont peut-être un peu d'expérience, qui ont déjà expérimenté avec les différentes séances. Oui. C'est un module d'initiation à l'auto-hypnose qui va permettre aux personnes de faire leur propre séance finalement sans avoir besoin d'écouteurs ou d'audio pour sans avoir besoin l'induction de rien, même pas de moi-même. C'est ça. Même pas d'hypnothérapeute, même pas de musique. Comment même se pas passer de Jean-Jacques Charbonnier? Comment se passer de tout ça? Comment être en parfaite autonomie pour recevoir tous les avantages de l'hypnose? Et les gens qui auront validé les modules
précédents pourront facilement le faire. Parce qu'ils seront entraînés et ils sauront se mettre en auto-hypnose de façon très simple et avoir tous les avantages de ces ateliers que je propose, tous les avantages de ces voyages que je propose, de ces PCH. Ils auront la possibilité d'avoir dans ce package tout ce qui est rassemblé dans toutes les activités que je propose. Et ça, c'est merveilleux parce que moi, j'ai bien envie de prendre ma retraite à un moment donné. C'est ça. Enfin, ça ne remplacera pas le reste. Mais, non, mais on je n'est veux pas dire... encore là. non. Mais bon, je pense quand même, il faudra quand même qu'il y ait une trace de tout ça. Voilà. Et là, je pense que c'est une belle trace qu'on va laisser ensemble grâce à cette proposition que Pure Santé m'a faite. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau pour moi aussi. Et c'est un cadeau pour les gens. Cadeau pour nous, puis pour toutes les personnes, Voilà. je pense, qui seront intéressées à le suivre. Je rappelle, c'est une exclusivité Pure Santé. C'est la première fois que tu fais ça. On est vraiment très honorés que tu aies accepté de le faire avec nous. Tu sais, on m'a sollicité pour faire ça, mais j'ai trouvé que Pure Santé, ça correspondait bien à l'éthique que j'avais par rapport à ce que je pense être... je ne parle pas de médecine alternative, de la médecine complémentaire, on va appeler ça, la médecine complémentaire. Et ben voilà, laissez vos témoignages, si vous suivez le programme et que vous vivez des expériences étonnantes, transformatrices. Laissez un message à Jean-Jacques et puis il pourra comme ça continuer de compiler tous ces témoignages extraordinaires que tu reçois depuis plus de 10 ans maintenant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci pour votre accueil. Merci Pure Santé. Vous l'avez compris, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est un médecin unique en son genre. Et ce qu'il propose aujourd'hui l'est tout autant. Contact avec les défunts, révélation de dons, douleurs et maladies qui disparaissent. Oui, les pouvoirs de l'esprit et du monde de l'invisible sont inépuisables. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si ces pouvoirs existent. La seule question, c'est comment faire pour y accéder. Et il n'y a que le docteur Charbonnier qui a réussi à répondre à cette question. Raison pour laquelle ces ateliers affichent complet 6 mois à l'avance. Raison pour laquelle 60 000 personnes les ont suivis aux 4 coins du monde. J'ai moi-même vécu cette expérience à Metz. C'était lors d'un atelier avec Jean-Jacques, et j'ai ressenti une sensation troublante, une sorte de nouvelle forme d'intuition qui venait à moi. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition à Jean-Jacques, un programme vidéo clé en main, pour que tout le monde puisse faire cette expérience. Avant, il fallait forcément se déplacer, mais aujourd'hui, pour la toute première fois, et c'est une exclusivité mondiale, il a mis le nectar de ses protocoles les plus puissants dans un tout nouveau programme. 22 séances vidéo réparties sur 6 modules pour pratiquer chez vous, à la maison, comme si vous étiez aux côtés du docteur Charbonnier. C'est des séances que vous pourrez voir, que vous pourrez revoir, dont vous pourrez vite vous passer grâce à l'auto-hypnose, l'état d'hyperconscience pour profiter de tous les bienfaits des hypnoses sans faire d'effort. Intuition, magnétisme, guérison, médiumnité, ils sont des milliers à avoir senti leur capacité se développer en suivant les ateliers du docteur Charbonnier. C'est ce qui vous attend, et vous verrez, tout est très simple, même si vous n'avez jamais pratiqué. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec Jean-Jacques, oui, on parle d'un ouf de soulagement physique et mental, mais surtout d'une libération émotionnelle profonde, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'hypnose traditionnelle. Bref, ce n'est pas un simple programme qu'on vous propose aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Vous, votre intuition, vos aptitudes, vos guérisons et aussi vos proches disparus. Car là encore, ils sont des milliers à l'avoir vécu. Revivre des moments avec des proches partis trop tôt, une maman, un enfant, un époux. Et oui, ils sont toujours là, et le docteur Charbonnier va vous montrer comment les voir. Comme je vous l'ai dit, la question n'est plus de savoir si l'invisible existe. La seule question c'est comment y accéder. Et ça, vous avez la chance de le découvrir dès maintenant avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Aptitude exceptionnelle, contact, soins énergétiques, guérison. J'ai hâte de savoir ce que ce monde vous réserve. Pour rejoindre dès maintenant le docteur Charbonnier, vous avez juste à cliquer sur le bouton ci-dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles découvertes et à vous dire à bientôt de l'autre côté.